Eh ben merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être présenter le cadre effectivement dans lequel, enfin, qu'on pose avec nos travaux autour de la redirection écologique. Et puis si j'ai le temps, mais je vais essayer quand même le trouver, je vais faire vite, de dire peut-être deux mots de ce qu'on a vu et comment moi je me positionne aussi par rapport à ça, étant donné que dans mon dernier livre, il y a un petit chapitre qui parle justement de la désertion. Alors en disant que moi je suis pas déserteur, mais je suis démissionnaire, puisqu'avant j'avais le même PDG que Paul. Et donc voilà, moi j'ai été amené à démissionner. On pourra en reparler ensemble. Euh, alors, effectivement, ça a été dit, on a publié il y a 2 ans maintenant, en mai 2021, un livre aux éditions Divergence qui s'intitule Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être poser un petit peu le cadre qui est nôtre du point de vue de la redirection écologique, et vous allez tout de suite comprendre un petit peu les enjeux, les tensions aussi qu'il peut y avoir avec les postures de désertion et les complémentarités sans doute, j'espère en tout cas. Sachant que par ailleurs, moi je connais bien Aurélie qui était dans le film, puisque elle s'inscrit un peu aussi en partie dans le courant de la redirection écologique, donc voilà, il n'y a pas forcément de solution de continuité. En fait, Héritage et fermeture, c'est un livre, et puis la redirection écologique, un courant qui provient d'une sorte de prise de conscience qu'on a eue avec Diego Landivar, notamment en 2017. On était à Londres à quelques jours du déclenchement effectif du Brexit. Et on s'est dit, mais comment un pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, etc., va vivre demain si, avec le Brexit, il se coupe aussi de certaines chaînes logistiques liées à la mondialisation, si voilà, il entre dans une phase comme ça, plus ou moins, parce qu'évidemment c'est très ambigu, mais de démondialisation. En tout cas, ça, sur le moment, ça nous a fait réfléchir un petit peu comme ça, et on s'est dit, mais que vont devenir toutes ces infrastructures qui sont finalement des infrastructures qui doivent être supportées par un empire, par des flux financiers, par des chaînes logistiques. Et c'est très très visible quand on est à Londres, parce que la ville de Londres, en tout cas pour moi qui suis plutôt parisien, on va dire, a des dimensions qui excèdent très largement les dimensions de Paris. Donc je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais vous allez à Londres, c'est une ville qui est beaucoup beaucoup plus grande que Paris, avec des tours, avec bon, et c'est assez frappant. Et évidemment, tous ces éléments-là existent de manière dynamique. Il faut les entretenir, il faut les maintenir. La maintenance, c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et il faut les maintenir aussi avec des flux de matière, des flux d'énergie, des flux financiers. Donc ça nous a beaucoup frappé. Et on s'est dit, au-delà évidemment du Brexit, qu'est-ce qui va advenir de tous ces flux et de cette nécessité finalement de maintenir tous ces éléments? Eh bien, si on entre dans l'Anthropocène, si on franchit les limites planétaires, si on est confronté à ce qui a été présenté dans le film à un moment donné avec cette carte, avec des zones inhabitables notamment. Bref, qu'est-ce que tout ça va devenir? Et notre conclusion à ce moment-là, ça a été de nous dire, faut qu'on, non pas qu'on en sorte, mais qu'on aille vers aussi un décalage finalement de la posture critique, au sens où on pourrait vouloir critiquer ces éléments-là, mais dans tous les cas, ils sont là et on est lié à eux, on est lié à des infrastructures, même si on voudrait peut-être pas y être autant lié ou qu'elles n'existassent pas. On est lié à des modèles économiques, modèles managériaux, plein de choses qui trament aussi le monde dans lequel on est. On peut le regretter, on peut considérer que ça contribue d'ailleurs à dégrader les conditions d'habitabilité sur Terre. Après, on peut parler de modèles managériaux, du capitalisme, du néolibéralisme. Moi, j'ai même parlé d'économie des actifs, par exemple. Bon, il y a plein de termes qu'on peut comme ça mobiliser. Mais l'enjeu, c'était pour nous de ne pas en rester au plan de la critique, absolument nécessaire et très importante, mais nous dire aussi qu'il y a une dimension d'héritage. On hérite de ces réalités-là, qu'elles soient plus ou moins matérielles. Ça peut être des modèles, ça peut être des réalités matérielles, des infrastructures, des technologies, tout un tas de choses auxquelles nous sommes liés, qu'on ne peut pas forcément faire perdurer. Et donc, qu'est-ce qui manque dans cette perspective-là? Eh bien, pour nous, ce qui manquait, c'était des savoirs, des savoir-faire pour apprendre à démanteler, fermer, renoncer à ces réalités-là, soit que ce soit des réalités qui existent déjà, auquel cas, effectivement, on ne peut pas se borner à simplement les critiquer. Il faut les critiquer, mais elles sont là matériellement. Donc la critique ne va pas les faire disparaître. Il faut une autre dimension presque plus pratique, développer de nouveaux savoirs pour s'en occuper, peut-être diminuer leur existence, les démanteler. Voilà, il y a plein de trajectoires possibles. Et puis, par rapport aussi à des réalités qui ne sont pas encore advenues et dont on sait d'ores et déjà que ce serait une mauvaise idée que de les faire advenir.
Alors moi, pour le dire, hein, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le domaine du numérique. J'ai fait ma thèse de philosophie sur l'architecture et la philosophie du web il y a très longtemps maintenant. J'ai soutenu il y a un tout petit peu plus de 10 ans. J'ai travaillé dans un grand centre de recherche. C'est là où j'avais le même PDG que Paul. Antoine Petit, qui est le PDG du CNRS aujourd'hui. Félicitations à nouveau. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans chez INRIA. INRIA, c'est le grand centre de recherche en informatique en France, qui est très doté. Voilà, avec vraiment, j'étais le premier, peut-être le dernier philosophe à travailler chez INRIA, parce que j'en ai démissionné. C'est le petit spoiler de la fin. Et en fait, je me suis rendu compte sur place, c'est là où j'ai fait converger mon intérêt pour le numérique avec mon intérêt grandissant pour les questions, on va dire, pour faire très simple, environnementales. Et aussi en ayant conscience de toutes les difficultés liées à la recherche contemporaine, en particulier dans un centre de recherche très doté, dont le but c'était à l'époque de faire advenir un monde numérique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'ancien slogan d'INRIA, c'était les inventeurs du monde numérique. Donc c'était clair que le monde allait être numérique, il n'y avait qu'à l'inventer, et puis c'était ça finalement l'objectif. Mais il n'y avait pas de réflexion sur est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on pourra le faire, est-ce qu'il faut vraiment le faire, etc. Est-ce que c'est le moment de le faire, etc., etc. Et donc moi je me suis interrogé sur la viabilité de mes objets de recherche, le web en particulier et puis le numérique en général, et c'est comme ça que je suis allé vers les questions environnementales. Et c'est à ce moment-là que pris conscience, non, parce que je savais quand même un petit peu, mais que j'ai vraiment observé dans ma chair et avec toutes les difficultés que ça peut induire quand on est sur place, que dans le modèle de la recherche aujourd'hui, le pourquoi finalement des projets n'avait quasiment aucune importance. Alors, on peut s'en douter hein, comme ça de l'extérieur, mais que surtout, face aux enjeux politiques, environnementaux qui sont les nôtres, il n'y avait quasiment aucune réflexion, en tout cas à l'époque, sur ces questions-là. Il y en a de plus en plus, il y a les scientifiques en rébellion, il y a Labo 1.5, il y a de plus en plus d'actions qui se montent dans le champ de la recherche. À l'époque, on était entre 2014 et 2017, il y avait nettement moins de choses, hein, les perspectives étaient encore pas tout à fait celles-ci. Et donc, il m'a semblé qu'il fallait travailler à éviter de faire advenir un certain nombre de projets délétères, ce que j'ai appelé moi des futurs obsolètes. Et ma conclusion très personnelle à l'issue de mon passage chez INRIA, c'était que peut-être 95% des projets de recherche dont moi j'avais eu vent, c'était des projets que très clairement il ne fallait pas faire advenir, qui n'avaient aucun sens à l'avenir. Avec ce paradoxe qui est que beaucoup de projets de recherche étaient en fait des projets visant à faire advenir des conceptions passées qui passaient pour de l'innovation. Si je prends un exemple très simple, moi j'ai pas mal travaillé sur j'ai un tout petit peu travaillé, on va dire ça comme ça, sur les objets connectés, et je travaille dans des équipes qui travaillaient sur les objets connectés. On annonçait plusieurs centaines de milliards d'objets connectés à échéance 2050, maintenant c'est plutôt 2030, donc ça recule, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'objets si l'échéance se rapproche. Et les objets connectés, il faut savoir que ça date du milieu des années 80, c'est l'informatique ambiante, c'est Mark Weiser, et donc c'est une innovation qui a 40 ans, et dont on nous dit qu'il faut la faire advenir, mais sans jamais se préoccuper finalement de savoir si c'est une bonne idée que d'ajouter finalement encore plus d'objets dans un monde qui en regorge déjà, d'ajouter de nouvelles dépendances, de nouvelles infrastructures numériques avec leurs besoins de matières premières, avec leurs besoins d'énergie, etc., etc. Et cette réflexion consistant à dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il faut le faire, à l'époque, encore très largement aujourd'hui, elle n'existait pas. C'est-à-dire que peut-être qu'on travaille sur des futurs complètement obsolètes et qu'on ne sait pas ne pas faire advenir des choses en recherche. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Donc ça nous a permis de développer plusieurs pistes. Comment est-ce qu'on hérite de modèles, d'infrastructures, de technologies dont nous dépendons, mais qui ne sont pas forcément viables? Et comment est-ce qu'on développe des savoirs, des savoir-faire pour ne pas faire advenir un certain nombre d'objets, de projets. Et ça peut évidemment s'appliquer à d'autres choses. Hein. Ça peut s'appliquer, on l'a vu, quand même pas mal de controverses par la suite, dans les années qui ont suivi, sur la 5G, avec le fait de dire il ne faut pas faire advenir la 5G. Maintenant, ce serait ne pas faire advenir la 6G, puisque ce qui est dans les tuyaux, c'est tous les 10 ans, en fait, c'est la 6G. Sachant que déjà à l'époque, il y avait eu 2 rapports quand même en interne d'ingénieurs d'Orange qui disaient c'est une mauvaise idée de faire advenir la 5G. Ce n'était pas non plus que des réflexions extérieures, même les opérateurs eux-mêmes se posaient la question. Puis c'est le président qui a tranché, ce qui est
très intéressant, très étonnant. Et puis, peut se poser la question aussi, ne pas faire advenir des exemples de maladaptation, comme ce qu'on voit aujourd'hui avec, évidemment, l'exemple des méga-bassines, pour avoir un exemple très, très prégnant aujourd'hui. Et donc, c'est dit, il faut basculer d'une réflexion et d'une action où on pense évidemment au-delà de l'innovation, ça c'est sûr, au-delà de l'ouverture, plus largement, même philosophiquement, du primat qu'on donne à l'ouverture, ajouter de nouvelles choses, aller encore plus loin peut-être que la réflexion, les études sur la réparation, qui deviennent de plus en plus importantes, qui disent il n'y a pas que l'innovation, il y a la réparation, aller peut-être encore plus loin. Mais là, c'est un jugement de valeur de ma part, et vous en ferez ce que vous voulez, mais que les études sur la maintenance, qui nous disent, en fait, au-delà de l'innovation, la maintenance, c'est très important. Et effectivement, la maintenance, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais essayer de faire émerger ce que j'appelle, moi, des nouveaux arts de la fermeture. Parce qu'effectivement, quand il s'agit de démanteler, de fermer, et finalement de populariser cette question, de dire le choix de ce qui ne peut pas durer, ce qu'il ne faut pas maintenir, c'est un choix qui devrait être un choix démocratique, eh bien on a assez peu d'instances, d'institutions qui sont en capacité de porter finalement cette réflexion et cette action. Et on a en même temps un déficit en matière de savoir et de savoir-faire en la matière, y compris dans la recherche. Il y a très peu de recherche finalement qui s'intéressent aux gens qui démantèlent, qui ferment et qui le font proprement. Parce que quand je parle de fermeture ici, démantèlement, c'est pas évidemment la fermeture dans une optique de croissance ou de maintenance du statu quo. Il ne s'agit pas de fermer une usine pour la délocaliser, la mettre ailleurs ou de faire des choses comme ça, ou de démanteler les services publics, etc. Il s'agit au contraire de se poser la question de ne pas maintenir, de fermer, de démanteler des éléments dont on sait qu'ils sont aujourd'hui dépourvus de viabilité ou qui, s'ils sont viables, ne devraient pas l'être. D'accord. Ça peut être les deux. Et donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à susciter une réflexion, de l'action, des savoirs, des savoir-faire, trouver aussi des relais institutionnels pour porter ces choses-là. Donc, c'est ça qu'on essaye vraiment de faire avec la redirection écologique, avec finalement cette équation pas forcément facile à résoudre, que je présente souvent de la manière suivante. Nous sommes collectivement attachés. Alors le nous est toujours problématique, donc je ne vais pas vous refaire le coup de nous n'avons jamais été modernes et puis on ne sait pas qui est le nous derrière tout ça, c'est toujours un peu compliqué. J'assume provisoirement le nous pour une raison très simple, parce que ça me permet de dire qu'il n'y a pas que des infrastructures dans les pays du Nord. C'est important de le dire aujourd'hui parce que elles sont quand même produites par les pays du Sud, grosso modo. Donc penser qu'il n'y a que de la technique au Nord, ce serait quand même une vision du monde aujourd'hui qui serait assez éloignée de la réalité. Donc nous sommes collectivement de plus en plus attachés à des infrastructures, des modèles, des technologies qui ne sont pas viables ou qui ne devraient pas l'être. Et en même temps, on ne peut pas en sortir d'un coup d'un seul. D'accord ? Si on en sort d'un coup d'un seul à 8 milliards, ça va être très compliqué, voire impossible. Si on les maintient en l'état, si on maintient le statu quo, ça va aussi dégrader les conditions d'habitabilité sur Terre avec les conséquences qui ont été montrées tout à l'heure, les zones invivables, etc., etc. Donc entre un rejet pur et simple de la technologie, de l'industrie, de tout un tas de choses auxquelles nous sommes de facto attachés à 8 milliards aujourd'hui, et le fait de les maintenir telles quelles, donc une forme de carbofascisme, il faut trouver une sorte de ligne de crête où on arrive à détricoter finalement ces dépendances, sans être dans la sortie du jour au lendemain, parce que le fait de dire il faut revenir à 500 millions, ce qui sont des propositions qui existent par ailleurs dans certains courants dits radicaux, ce qui ne sont pas les miennes, ou des angles malthusiens qui ont toujours existé, qui ont toujours été là un petit peu à l'arrière-plan à certains endroits sur les questions de capacité de charge ou des concepts comme ça qui sont très permanents dans toutes ces discussions. Si on laisse ça de côté, si on laisse le levier malthusien de côté, comment est-ce qu'on arrive à trouver une ligne de crête pour détricoter, déconstruire nos dépendances, nos attachements, pour reconstruire, nous réattacher à d'autres modes de subsistance en évitant les deux écueils que j'ai indiqués. Je dirais que la question politique pour moi aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, et qui suppose d'ailleurs une réflexion aujourd'hui qui a été un petit peu laissée de côté ces dernières années en France, au profit de la réflexion sur le vivant, ce qui se comprend, parce qu'il y avait sans doute une demande, un manque en la matière, mais qui a pris quand même beaucoup de place et qui a un petit peu marginalisé les réflexions sur la technique, alors que les enjeux sont aussi très largement des enjeux techniques, ce qui ne veut pas dire l'exclusion de la politique, puisque parfois on en revient à des dualismes où c'est technique ou c'est politique, alors qu'évidemment
il n'y a pas de technique aujourd'hui sans politique et que la technique est évidemment très fortement politique aujourd'hui. Voilà, donc ça dessine vraiment cette ligne de crête-là. Et c'est ça aussi la double perspective, héritage et fermeture. C'est pas héritage, c'est pas on hérite de l'existant pour maintenir le statu quo. C'est pas non plus fermeture et fermeture. On va tout fermer du jour au lendemain et puis toutes ces dépendances n'existent pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc c'est arrivé à trouver justement une sorte de... Juste milieu, c'est pas forcément le terme, mais juste milieu, si c'est l'extrême, hein, et chez Aristote, le juste milieu, c'est l'extrême, donc c'est une position difficile, mais qu'il faut arriver à trouver pour articuler justement cette dimension de l'héritage et cette dimension de la fermeture qu'il faut aussi pleinement, je dirais, réinvestir. Donc, par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure dans le film, évidemment, ça interroge la question de la désertion, qui peut tout à fait se comprendre, hein, cette tentation de dire... et qui peut avoir plusieurs motivations par ailleurs, de dire qu'il y a traduire une espèce de rejet aussi des modèles actuels, de ce que moi j'ai appelé par exemple ce que j'appelle des communs négatifs, c'est-à-dire des éléments qui sont aujourd'hui devenus problématiques du point de vue de la viabilité des conditions d'existence sur Terre, auxquels il faut donner donc une autre trajectoire, qu'il faut repolitiser pour pouvoir se les réapproprier peut-être démocratiquement et leur donner une trajectoire parfois de fermeture et de démantèlement. Mais disons que la désertion, ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir avoir affaire à ces objets-là pour aller réinvestir d'autres dimensions. Et la limite peut-être de ce discours-là, c'est que on ne peut pas totalement, par exemple, déserter une centrale nucléaire, parce que si on la laisse à sa belle mort, ça ne va pas bien se passer. Donc il y a aussi des objets qu'on n'a pas le choix de ne pas déserter, dont on hérite, même si ce sont des objets lourds et pénibles et problématiques. D'ailleurs, dans l'exemple du nucléaire, à la fois les pros et les anti-nucléaires héritent des déchets existants. Simplement, après, ils n'ont pas la même position par rapport aux déchets à venir. Et ce point-là, pour moi, il est tout à fait important. On peut le généraliser, évidemment, au-delà de l'exemple un tout petit peu caricatural et difficile à aborder en France du nucléaire. Donc, pour autant, je considère que la posture de désertion, et ça a été dit également dans le film, elle peut avoir, d'ailleurs on peut la penser de manière articulée à d'autres perspectives et d'autres approches qui disent que malgré tout il faut mettre les mains dans le cambouis et s'occuper de cet héritage de ce que certains appellent la technosphère, c'est-à-dire l'ensemble de nos infrastructures, nos technologies, tout ce qui a été bâti et dont nous sommes peut-être malheureusement, mais c'est le cas aujourd'hui, autant dépendants que de la biosphère. Il faut ménager à la fois le vivant, mais il faut ménager aussi la technique. On ne peut pas opposer d'ailleurs les deux de ce point de vue-là. On est obligé de négocier avec ces deux dimensions. Mais il peut y avoir effectivement des stratégies communes. J'en parlais hier avec un philosophe, Frédéric Néra, qui se pose aussi des questions par rapport à ça. Et je disais que voilà, de facto, la désertion, ça a été dit, met la pression sur un certain nombre d'organisations, d'entreprises. Alors c'était Vinci, je crois, qui avait été cité pour les polytechniciens. On sait que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait dit il y a quelque temps que ce qu'il craignait le plus, c'était de ne plus pouvoir recruter de jeunes ingénieurs. Alors je ne sais pas ce qu'il recrute lui, est-ce que c'est des X-Min, est-ce que c'est des centraliens, bon ça je n'ai pas la vision de ça, mais qu'en tout cas ça crée une vraie vulnérabilité par rapport à ces organisations. Et du coup, de facto, il y a comme une articulation entre cette pression qui est mise à l'extérieur sur les organisations et le fait éventuellement de dire que il faut aussi peut-être soit des gens en interne, soit d'autres modalités de pression sur ces organisations pour les transformer, peut-être pour d'ailleurs les fermer dans le cas de Total, mais les fermer proprement, parce qu'il y a des dépendances aussi, nous, de l'économie française, de notre système énergétique, notre système de mobilité, à l'existence de Total. C'est pas quelque chose de totalement extérieur à nous. Et même quand on déserte, en fait, la désertion vis-à-vis même d'un acteur comme Total, elle n'est jamais Total elle-même. Donc c'est aussi ce paradoxe-là avec lequel il faut faire, qui n'est pas évident. Hein. Et nous, ce qu'on essaie de penser, justement, c'est tous ces attachements qu'on a, y compris certains attachements plus ou moins visibles, même si on ne prend plus l'avion. Je crois qu'il y a peut-être Aurélie qui disait qu'elle ne prenait plus l'avion. Au plan logistique, Aurélie, que je connais par ailleurs, que j'aime beaucoup, mais elle dépend encore de l'aviation, parce qu'on en dépend tous dans la logistique et finalement la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui, même si ce sont des attachements parfois très indirects et assez invisibles. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à avoir finalement, plutôt que d'opposer les deux, plutôt que d'opposer des tentatives finalement de se réapproprier par les institutions, par le cadre légal, par tout un tas de choses, et ces tentatives de désertion, plutôt que de les opposer, d'y voir deux directions différentes, de voir qu'il y a peut-être des stratégies en tenaille,
militairement ça marche mieux en général que de tirer dans des directions différentes, des stratégies en tenaille où effectivement ce mouvement de désertion met la pression parfois très clairement sur un certain nombre d'organisations, et en même temps de travailler avec des acteurs qui sont dans ces organisations, et ce qui pose la question d'ailleurs qui est celle aujourd'hui du travail, qui a été je pense un petit peu négligée, évidemment pas dans certains courants, genre des courants marxistes, éco-marxistes, mais dans d'autres courants, dans les pensées du vivant, le travail il n'avait pas tellement de place jusqu'à présent, mais je pense que c'est aussi un enjeu pour toi. Moi ça m'intéresse beaucoup cette question du travail, parce qu'on voit aujourd'hui des acteurs. Je pense notamment récemment à l'occasion des grèves contre la réforme des retraites. Il y a des revendications, par exemple, d'ouvriers dans les plateformes de raffinage de Total. Je file mon exemple de Total, qui demandent non pas à maintenir l'emploi des plateformes de raffinage, parce qu'ils voient bien que ce serait problématique et qu'il faut laisser le pétrole dans le sol, etc., mais à être partie prenante finalement du démantèlement de leur outil de travail. Et je pense que c'est absolument fondamental, je vais y revenir. Pour ensuite participer peut-être à l'édification d'un nouveau système énergétique en France. Voilà. Donc désaffectation, réaffectation, c'est comme ça que moi j'entends notamment la notion de fermeture. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que toute l'action doit reposer maintenant sur les jeunes générations et les déserteurs et déserteuses, mais je pense que c'est même compliqué, c'est pas forcément un service à leur rendre. On l'a vu un petit peu que les réactions politiques qu'on pouvait observer notamment dans la foulée du discours des étudiants de c'était AgroSup à Paris, c'était soit des réactions extrêmement virulentes, critiques, très caricaturales, soit des réactions parfois d'encouragement, mais qui était parfois un peu caricatural aussi, en disant voilà, c'est formidable, vous avez toutes les réponses et c'est votre génération qui va trouver les réponses à la crise. Ce qui n'est pas forcément, je pense, un service à rendre aux jeunes générations, de leur dire c'est sur vos épaules que tout repose. Et c'est vrai qu'avec ce cadrage-là, on perd un peu de vue le fait que, au-delà des déserteurs, déserteuses, il y a beaucoup de travailleurs, travailleuses, qui soient salariés, idéal, soit salariés ou non. Et que si on ne fait pas du travail finalement aussi un levier pour penser ces redirections d'organisations existantes, si on ne s'appuie pas sur les savoirs, savoir-faire, savoir métier, savoir pratique des travailleurs et des travailleuses, on ne pourra pas justement opérer ces démantèlements qui sont nécessaires. Et notamment dans l'exemple des plateformes de raffinage, l'enjeu c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur les savoir-faire des ouvriers qui travaillent dans ces plateformes pour opérer justement ce démantèlement, et sans ces travailleurs et ces travailleuses, on ne pourra pas justement le faire. Donc ça leur redonne aussi une place, une importance, et je pense une revendication, avec aujourd'hui des projets d'ailleurs qui impliquent des syndicats, des associations environnementales, etc., dont on est un petit peu partie prenante, pour essayer de penser un modèle qui permet justement à ces acteurs d'opérer une bifurcation, mais en élargissant considérablement la bifurcation, que ce ne soit pas simplement la bifurcation portée par les déserteuses et les déserteurs, qui sont quand même quelques centaines, milliers par an, mais aussi par les millions de travailleurs et de travailleuses, et ce qui permet de démultiplier la portée que ça pourrait avoir. Donc là encore, loin d'être forcément une opposition, on peut arriver à trouver je dirais un arrangement, un assemblage à accorder finalement ces différentes positions. Voilà,